le moment. Quelle heure est-il? 11h13. On tient très bien le timing. Dans 1 minute, 11h14 même. Ça me laisse une petite minute pour introduire nos premiers intervenants de la journée, Yves Maire et Gabriel Vatin. Alors, qui sont, je le disais tout à l'heure, deux géomaticiens qui exercent pour le département des Alpes-Maritimes. Yves a découvert la cartographie au sein d'une école militaire au temps du positionnement, comme il dit, à la boussole, du rapporteur d'artillerie ainsi que de la photo-interprétation au stéréoscope à miroir. Après un passage par le génie climatique qui lui a permis d'approcher l'informatique, il a bénéficié d'un parcours universitaire en géographie, suivi par quelques années de pratique libérale de la géomatique. Et c'est en 1997 qu'il rejoint le conseil départemental des Alpes-Maritimes, dont il est le géomaticien senior. Et il nous proposera, c'est lui qui commencera en nous proposant une communication sur la production de documents cartographiques à destination des trailers. Ensuite, Gabriel prendra la main pour nous proposer une communication sur le traitement des données LIDAR pour le suivi des infrastructures départementales. Gabriel possède quant à lui une formation 100% géomatique, marquée par un cursus d'ingénieur géomaticien à l'École nationale des sciences géographiques. Gabriel est aussi docteur, puisqu'il a conduit une thèse de doctorat à Mines ParisTech, thèse qui a porté sur la géovisualisation pour la prévention des risques dans l'espace maritime. Puis par la suite, il a exercé dans une start-up en recherche et développement de services cartographiques pour la gestion des risques naturels, l'urbanisme et l'immobilier. Et depuis 2021, il travaille donc au département des Alpes-Maritimes comme chef de projet sur les produits géomatiques 3D. Ses principales missions reposent sur la production et l'analyse des données 3D, ainsi que le développement d'outils cartographiques intégrant de la 3D. Bonjour à tous les deux, et je vais procéder de suite alors au partage d'écran. Et je vais commencer donc avec le partage d'écran d'Yves. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour à tous. Alors, laissez-moi juste quelques instants. Parfait. On voit très bien votre présentation, Yves. Merci beaucoup, Sofiane. Donc, je vais commencer par prendre quelques minutes pour très brièvement vous présenter à la fois le territoire et la structure conseil départemental. Ah. Donc, le département des Alpes-Maritimes est au quart sud-est de la France, avec deux frontières, avec deux États, l'Italie bien entendu, mais également Monaco, qui est un État souverain. Grosso modo, 4300 km², 163 communes, et on passe en moins de 100 km de plus de 3000 mètres à zéro. Il y a environ 40 km de littoral. Dans le détail, le département se structure en trois bandes, en quelque part. Le littoral qui a 80, où se concentre 80% de la population, le moyen pays avec 17% de la population, et le haut pays qui fait la grosse masse, puisque 70% de la superficie pour 3% de la population. En fait, les Alpes-Maritimes, c'est une montagne qui plonge dans la mer. Hein. Une population de plus d'1 million d'habitants. La structuration du département se fait autour d'une grosse métropole qui va de Nice jusqu'au Mercantour, de 4 communautés d'agglomération et de 2 communautés de communes qui sont beaucoup plus petites. Au niveau de l'économie, donc près de 175 000 établissements, hein, entreprises et de tous ordres, près de 500 000 actifs, avec une prédominance dans les services. Près de 800 000 logements, avec
un quart de résidences secondaires. Au niveau des transports, c'est 2 aéroports et donc 120 000 vols par an, plus de 6 millions de passagers. Au niveau des, des trains, 21 millions de passagers et 350 000 passagers par voie maritime. La structure, l'Assemblée départementale est composée de 27 cantons avec 54 conseillers départementaux. Les principales compétences du département sont les aides sociales, l'enseignement, les infrastructures de transport, l'environnement, la culture et l'économie. Pour donner quelques chiffres, c'est un budget primitif qui approche les 1600 millions d'euros. Et puis au niveau des effectifs, nous sommes 4500 agents. Juste voilà, pour vous présenter comment se distribue notre budget. Au niveau du fonctionnement, grosso modo, la moitié des 1200 millions est consacrée à l'aide sociale. Et au niveau de l'investissement, vous pourrez remarquer que voilà, la part du camembert rouge, c'est des investissements pour la reconstruction des vallées suite à la tempête Alex, où le département a été très fortement impacté. Un organigramme de notre structure, où donc nous appartenons à la direction générale adjointe pour les ressources et les moyens, et nous travaillons au sein de la direction des services numériques et au service de projets et applications numériques. Donc nous sommes une douzaine de géomaticiens au sein du conseil départemental, la moitié qui travaille sur la structure centre au sein du SPAN, le service projet et applications numériques, et nous avons 6 collègues qui sont répartis dans les différentes directions métiers. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation du territoire et du département, et je vais donc passer à mon cas d'usage qui va porter sur l'utilisation de Global Mapper pour les événements sportifs et entre autres les trails 06. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un des cas de figure, parce que le département produit des petits guides papier qui sont du format A5, qui font une 50aine de pages et qui sont là pour faire la promotion des activités sportives. Alors de la même façon que là, je vais vous présenter le guide qui concerne les trails, il y a des guides qui concernent les sentiers de randonnée, puisque le département entretient près de 6500 km de sentiers balisés. Il y a des guides qui concernent les clus, des guides qui concernent le VTT, les randonnées en raquettes, les itinéraires équestres, voilà, qui sont tous sous le même gabarit. Donc, je vais vous présenter d'abord voilà, un guide qui porte bien sûr sur les trails. Donc, au niveau des trails, il y a trois grands types d'activités. Il y a d'une part une station permanente où il y a des circuits qui permettent l'entraînement au trail. D'autre part, ce qu'on appelle l'UTCAM, qui est une grosse course qui se déroule sur 2 jours ou 3 jours et qui traverse quasiment en biais le département. Donc, pendant au moins 2 jours, les athlètes qui participent partent de la mer et finissent à plus de 3000 mètres.
Donc le guide, bien assez classiquement, commence par un éditorial de notre président, M. Charles Ginesi. Ensuite, il y a une brève présentation du site où se situe la station Trail. Une présentation également du parc national du Mercantour, puisque Saint-Martin-Vésubie est au cœur du. Enfin, il n'est pas au cœur, il est disons, sur la périphérie du parc. Alors, bien sûr, avec la continuité avec le parc italien des Alpi Maritime, avec lesquels nous avons beaucoup d'échanges. Et donc, la première chose, disons, cartographique, c'est cette légende qui, bien sûr, sera utilisée dans tous les guides et qui constitue également une feuille de style qui sera utilisée grâce à Map Publisher pour la génération des cartes. Les consignes de sécurité, en particulier avec les chiens de garde des troupeaux. Et nous rentrons là, voilà, nous voyons la première carte où on commence à voir les différents ateliers qui sont à la disposition des trailers. Je vous précise que ces guides sont réalisés par nos collègues de la direction de la communication et de l'événementiel, et nous intervenons bien sûr que pour la production des cartes et des profils. Donc pour chaque type d'atelier, on retrouve des conseils pour les athlètes et pour qu'ils puissent mesurer leur niveau, les temps de référence. Une présentation des 13 parcours permanents. Et donc pour chaque parcours, on retrouve une carte en 2D, enfin et un profil. Et voilà, donc je vais vous montrer comment nous générons ces deux visuels. Là, un autre parcours beaucoup plus long. De nouveau, les consignes de sécurité. Et après cette station permanente, je vais vous présenter quelques-uns pour la génération de l'édition 2023, où nous avons donc 13 parcours qui, eux, sont non permanents par définition, puisqu'ils changent chaque année. Donc, pour nous, c'est la production de 13 cartes et de 13 profils. La chaîne de production. Les données de base de l'IGN, le RGE Alti, le Scan 25 Topo, et puis je dirais le cœur de la chose, les traces GPS qui nous sont fournies par les différents organisateurs, puisque si ces opérations ont lieu sous la houlette du conseil départemental, ce sont des prestataires ou des associations qui organisent chacun de leur côté leur manifestation. Donc nous avons une grande hétérogénéité de traces GPX ou KML avec une grande variabilité de qualité de ces dernières. Les traitements géométriques sont réalisés sous Global Mapper, donc essentiellement bon, la reprojection, puisque nous avons toutes les projections, enfin pas toutes, mais des projections diverses, disons, qui sortent des GPS. Donc là, tout est reprojeté en Lambert 93 pour ne pas avoir de soucis avec le document de référence. On procède à un nettoyage de ces tracés et à la génération du profil. La finalisation est faite sous Illustrator via Map Publisher. Donc très brièvement les données, donc le RGE Alti, le Scan 25 et les traces qui nous sont fournies par les divers intervenants. Voilà, là j'ai zoomé sur une trace, donc on remarque
rapidement, au premier coup d'œil, qu'il y a des soucis de cohérence géométrique sur les tronçons qui sont à la fois qui sont utilisés deux fois, à l'aller et au retour. Puisque, bon, vous voyez, il y a les flèches qui indiquent le sens de la course, et donc, en principe, c'est saisi dans le sens de la course. Mais sur, sur les tronçons qui sont communs à la fois à l'aller et au retour, on a souvent des problèmes de cohérence. Voilà, typiquement, là, vous avez la trace brute telle qu'elle arrive, et le travail consiste à rectifier la trace pour qu'elle soit parfaitement cohérente. À l'issue, on utilise assez facilement bon, la fonction profil de trace, ce qui nous donne un, le, le tracé du profil qui est exporté, le tracé du profil, et aussi tous les paramètres relatifs à ce dernier, ce qui nous permet de les communiquer aux organisateurs pour que on soit très, comment dire, nous soyons parfaitement raccords au niveau des longueurs, des dénivelés, etc. Ensuite, on enlève les toponymes et les points d'intérêt en utilisant voilà, la capacité de Global Mapper où le curseur permet à la fois de suivre sur le profil, et il est synchronisé sur la carte. Ensuite vient la phase de finalisation géographique qui utilise donc MapPublisher, qui est un plugin d'Adobe Illustrator, hein, dans Illustrator que je ne présenterai pas, mais qui a vraiment de grandes capacités, une richesse de fonctionnalités au niveau du dessin vectoriel. Et MapPublisher qui quelque part donne des capacités de SIG en gardant la richesse graphique d'Illustrator. Donc en entrée, nous avons d'une part les traces GPX qui ont été exportées de Global Mapper, et de l'autre côté, un fond de plan multi-usage qui est au 100 000, parce que le département au 100 000 rentre dans un A0, et donc on va faire une fusion de ces deux sources pour produire des cartes qui, je l'espère, sont de relativement bonne qualité graphique. Donc voilà le fond de plan au 100 000, alors qui lui comporte, c'est vraiment multi-usage, hein, et une cinquantaine de couches, et qui donne ce type de rendu. Donc là, nous nous servons d'un martyr. C'est le fichier de travail sur lequel on a importé nos traces et appliqué les feuilles de style qui vont bien, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous remarquerez aussi que sous Global Mapper, on a généré une couche d'emprise rectangulaire qui vont nous permettre de découper le plan. Et voilà, le résultat final, c'est le tracé sur un fond de plan où on allège bien sûr la toponymie. Vous remarquerez que, bien qu'elle soit disponible
il n'y a pas les valeurs des courbes de niveau pour ne pas noyer l'information, et on se contente juste d'indiquer les sommets. Et bien sûr, le profil qui a été exporté de Global Mapper en DXF et retravaillé sous Illustrator de façon aussi à l'alléger. Ces profils se retrouvent bien sûr dans les guides et également à l'envers sur les dossards des participants. J'arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous précise également que ces profils font l'objet de vidéos. C'est mon collègue Gabriel Batin qui se charge de ce travail, ce qui permet d'avoir quelque chose de dynamique et de plaisant, puisque chaque profil est déployé sur un globe 3D. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à mon camarade Gabriel. Merci. Merci Yves. On va donc donner la parole à Gabriel. Je vais lui passer la main de suite. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça devrait être bon de votre côté, Gabriel. Alors, en attendant, j'en profite juste pour indiquer à l'ensemble des participants de vraiment pas hésiter à poser vos questions si vous en avez, si la présentation que Yves vient de nous proposer a suscité des questions, n'hésitez pas à les formuler dans le panneau questions de GoToWebinar et je les transmettrai à Yves et puis à Gabriel tout à l'heure en fin de présentation. Alors, comment ça se passe de votre côté, Gabriel? Oui, tout va bien, on voit votre écran, Voilà. C'est parfait. C'est parti. Merci. Donc, il me semble au niveau du timing qu'il nous reste à peu près 25 minutes pour faire cette deuxième partie de présentation, plus le temps de questions-réponses. Donc là, je devrais prendre à peu près un quart d'heure pour présenter ma partie. D'accord. Donc, merci Sophie-Anne pour la présentation. Au moins, je n'ai pas ça à faire. Et merci Yves pour la première partie et cette jolie transition. Donc, moi, je vais vous présenter, donc je travaille en effet dans la même équipe que Yves, mais plus sur les aspects liés à la 3D. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter l'utilisation des données LIDAR avec le logiciel Global Mapper, avec plusieurs cas d'usage. Ce que je vais vous présenter, ça va surtout être des usages et des procédures de travail dans ce logiciel-là. Donc déjà, en termes de cas d'usage, dans nos directions, il faut savoir qu'on a plusieurs directions plutôt techniques qui vont utiliser de la donnée géographique 3D, notamment du LIDAR, et qui sont assez consommateurs de ces données-là. Donc évidemment, avant tout, on a la direction des routes et des infrastructures, qui est très consommatrice de données 3D, notamment de LIDAR. Comme l'a présenté Yves tout à l'heure, c'est vrai que notre département a une topographie très variée. On passe des grands espaces de plage et des grandes routes de bord de mer jusqu'à des routes départementales en fond de vallée, routes départementales qui vont être parfois bordées par des falaises assez abruptes. Et donc, c'est vrai que la 3D est très utilisée pour faire tout ce qui est sécurisation des routes, que l'on parle de sécurisation en bord de mer, mais aussi la sécurisation évidemment aux abords de falaises. On va utiliser aussi beaucoup la 3D pour faire des études techniques suite à des affaissements, des glissements de terrain, par exemple autour des infrastructures routières, et évidemment pour tout ce qui va être création de nouvelles routes, de nouvelles pistes cyclables. D'autres directions qui sont aussi consommatrices de données 3D et de données LIDAR, évidemment, on a la direction de la construction, qui s'occupe plus de la création ou du réaménagement de nouveaux bâtiments, par exemple la création de collèges, où là, de nombreuses données 3D et LIDAR sont utilisées pour faire des études de faisabilité, des études de territoire, de terrain, et de l'intégration de maquettes 3D pour proposer des nouveaux bâtiments. Côté environnement,
et sport. Alors, ce sont deux directions séparées, mais on va collaborer sur pas mal de projets. Les données 3D et les données LIDAR sont utilisées pour faire aussi donc, de la modélisation du terrain et faire des études géologiques, un peu de même type que peut le faire la direction des routes sur la sécurisation de l'environnement, évidemment. Et donc, un peu comme l'a montré Yves, on va avoir de nombreuses études et cartographies sur les pistes DFCI, sur les sentiers de randonnée, sur en effet les trails, comme a pu le montrer Yves aussi. Et on va beaucoup utiliser les données LIDAR pour faire, notamment avec Force 06, les études de débroussaillage en étudiant la couverture végétale. Et enfin, les collègues de la direction de la culture, patrimoine et culture, où on a une personne qui est dédiée à la numérisation 3D du patrimoine culturel, où là, la donnée LIDAR et la donnée géographique est beaucoup utilisée. Donc voilà, mais aujourd'hui, je vais surtout parler de la direction des routes, car vous l'avez compris, c'est une des plus grandes directions qui consomment de la 3D, donc à la fois pour les nouveaux projets routiers, les projets de pistes cyclables, mais avant tout pour la sécurisation des routes. Donc là, j'ai montré quelques exemples en photo, notamment au milieu, tout ce qui va être sécurisation des falaises avec la pose de filets. Et tout à droite, ici, vous avez des photos sur la reconstruction et la sécurisation des routes, notamment, comme l'a dit Yves, après la tempête Alex, où de nombreuses infrastructures ont été totalement détruites. Alors déjà, en termes de sources de données, comme l'a dit Yves aussi, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est quelles sont les données que l'on utilise. Donc en termes de LIDAR, on a de nombreuses sources de données qui nous servent. Déjà, on a la chance d'avoir une équipe de dronistes en interne qui dépend de la direction des routes, qui va nous permettre de faire des relevés 3D, relevés par photo, relevés par LIDAR, de façon à modéliser en 3D certaines scènes. Donc on a un LIDAR qui est spécialisé en récolte de données purement LIDAR. On a évidemment des prestataires, donc des géomètres et topographes qui vont nous faire de la collecte de données. Donc ça peut être de la fourniture après de plans topographiques ou de nuages de points bruts. Évidemment, on a les bases de données en open data que vous connaissez sûrement tous, hein, comme les bases de données de l'IGN, la BD Topo, le RGEALTI et le LIDAR HD dont je vais présenter l'utilisation aujourd'hui. Les données du CHOM, hein, si on est sur de la donnée plus bathymétrique et littorale. Et évidemment, on a la chance d'avoir un SIG centralisé et partage avec toutes nos directions qui permettent de collecter, de mettre à jour de nombreuses données cartographiques qui viennent cohabiter dans certaines études. Alors, les cas que je vais vous présenter aujourd'hui via Global Mapper, alors deux cas principaux qui sont totalement différents. Un premier cas qui est dans une zone industrielle plutôt plate, dans la ville de Carrosse, et le deuxième cas qui va être dans une zone forestière et montagneuse sur la ville de Tende. Donc, comme l'a montré Yves tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des secteurs totalement variés dans le département. Donc, Carrosse, on est vraiment au bord du Var, donc assez proche de Nice et du littoral, alors que Tende, on est dans le Haut-Pays et on est vraiment dans le parc du Mercantour. La grande différence entre les deux, c'est qu'en effet, le premier cas, vous allez le voir sur les photos, c'est un endroit qui n'est pas du tout végétalisé, qui est globalement plat, alors que le deuxième, on est dans une zone très vallonnée, avec beaucoup de forêts, peu de bâtiments et une route départementale au milieu de cette zone-là. Pour information, toutes les démos que je vous fais sont faites sur Global Mapper, donc la dernière version Global Mapper version Pro 24.1. Et pour une question d'homogénéité, j'ai fait toutes ces démonstrations sur les mêmes sources de données qui sont le LIDAR HD de l'IGN. Ces données ont été enregistrées en 2021 par l'IGN. Alors déjà pour vous situer, la zone de Carrosse, donc voilà, on est juste au nord de Nice, au bord du Var, et donc c'est une petite parcelle qui appartient au département. Ce sont en fait nos hangars où nous avons tous les véhicules techniques et qui nous servent beaucoup de zone de test quand on a du matériel, quand on veut tester une procédure. Donc vous le voyez ici sur cette vue 3D, c'est une zone qui est quasiment totalement bétonnée, donc qui est assez pratique pour faire du test LIDAR quand on veut une zone plate et bien dégagée. En termes de traitement des données en amont, donc plus le côté import, comme j'utilise les données LIDAR HD, j'ai importé les différentes dalles de l'IGN qui correspondent à cette zone-là. Donc ici, on est vraiment à l'intersection entre 4 tuiles.
j'ai pu donc les importer sur Global Mapper, les redécouper selon une emprise géographique de ma zone d'étude et donc les exporter dans un fichier LAS unique qui concerne juste ma zone d'étude. Donc voilà, ça donne cette emprise-là sur les données purement brutes. Donc là, on est à l'initialisation du projet, donc l'import du fichier LIDAR, donc l'extension LAS, sur cette zone-là. Donc ici, tous les points sont gris car au début, ils ne sont pas classifiés. Mais là, ça me permet déjà d'avoir une emprise, une vision de l'emprise du fichier et de la densité des points. Alors la densité, première chose qui est intéressante sur Global Mapper, c'est qu'on peut très très facilement passer d'une vue à une autre, d'une légende à une autre en utilisant les mêmes types de données. Donc l'avantage les données LIDAR comportent déjà dans le fichier pas mal d'informations, comme les informations de couleur, les informations d'intensité. Là, c'est une information qui est déjà calculée à la volée par Global Mapper. Donc, ne serait-ce qu'à l'import du fichier, on peut déjà avoir cette vue en termes de densité de points, de façon à voir dans la zone qu'on analyse où sont les points LIDAR les plus denses et où est la zone où on va avoir le moins de points. Donc, le cœur de la zone que j'étudie, c'est vraiment le parking de la zone de carrosse qui est au milieu de la zone ici. Alors, ce n'est pas la zone où il y a la plus grosse densité, vu que la plus grosse densité, on la voit juste au-dessus. Donc, selon l'échelle de couleur, on voit qu'au nord de cette zone-là, on est plutôt autour de 40 points par mètre carré. Mais sinon, quand je vais faire un clic droit sur le fichier LAS dans Global Mapper, j'ai déjà des métadonnées qui sont hyper intéressantes pour savoir un peu la qualité du fichier que j'utilise en entrée, où j'ai ces deux métriques qui m'intéressent beaucoup. La densité des points, donc moyenne sur ce fichier. Donc ici, en moyenne, on est sur du 25 points au mètre carré. Et on a l'espacement moyen des points. Pareil, au sol, on est autour d'un espacement moyen de 20 cm. Donc déjà, je peux savoir que la zone que je vais étudier, qui est le plein milieu ici, c'est peut-être moins bien représenté au centre, alors que le nord et le sud ici sont plus représentés. En même temps, c'est parce qu'au nord et au sud, ce sont des bâtiments. Donc on a vraiment des façades, donc plus de points projetés au sol. Là, toujours en utilisant les mêmes fichiers, donc là, il n'y a toujours aucun traitement. On est vraiment sur passer d'une visualisation à l'autre sur Global Mapper juste avec un clic droit. Ici, c'est une vue altimétrique, c'est-à-dire que la couleur des points LIDAR est tout simplement colorée en fonction de l'altimétrie. Donc, on n'est pas sur de la hauteur au sol, mais vraiment de l'altimétrie dans le système IGN 69, donc par rapport au marais grave de Marseille. Donc on peut voir que ici, le sol sur cette zone de carrosse, il est autour de 70-73 mètres d'altitude, alors que les toits vont être autour de 82 mètres d'altitude. Donc première vision globale de la zone avec le fichier. Donc là, c'est juste une zone sur laquelle il n'y avait pas d'enjeu. C'était vraiment pour faire du test de manipulation du logiciel et notamment de la génération de modèles de terrain. Donc, modèle de terrain, c'est vraiment avoir l'altimétrie des points au sol et après le produire sous différents formats, que ce soit un format plutôt SIG, donc par exemple du géotif, ou alors un format plus orienté pour les projeteurs sur du AutoCAD, donc avec un MNT qui serait plutôt maillé, triangulé. Ce qui est très intéressant déjà avec Global Mapper, c'est qu'on va pouvoir exporter un premier niveau d'analyse sous le format que l'on veut. Donc on peut aussi bien exporter en triangulation, TIN, que en mode modèle de terrain, donc le point le plus bas, donc le point sol, ou un modèle de hauteur qui serait un modèle de surface qui est donc plutôt le point le plus haut dans notre nuage de points. Donc on a déjà pas mal d'algorithmes qui sont intéressants, qu'on peut tester pour un peu synthétiser la donnée et commencer à l'analyser. Donc ce que je vous présente à l'écran ici, c'est en n'ayant fait aucun traitement sur le nuage de points au début, c'est juste un premier export en mode modèle de terrain, donc point le plus bas, à un maillage de 1 mètre. Donc sachant que à ce niveau-là, le nuage de points, je ne l'ai pas encore classifié, j'ai aussi bien des points qui représentent des bâtiments que des points qui représentent le sol. Donc ici, quand je parle du point le plus bas, on peut être aussi bien sur un toit que sur du sol. Donc ce n'est ni un MNT ni un MNS, c'est une sorte de mélange entre les deux. Donc ici, j'ai un pixel à peu près de 1 mètre. Ça me permet déjà d'avoir un premier modèle 3D de cette zone-là dans Global Mapper et de pouvoir faire des études et des profils sur cette zone-là que je raisonne en 2D ou en 3D.
Alors, ce que je vous présente maintenant, c'est mon processus de classification du nuage de points de façon à n'avoir que les points qui représentent le sol dans Global Mapper. Il faut savoir que je vous présente deux cas parce qu'en fait, j'identifie pour ma part deux processus totalement différents qui sont les processus en zone urbaine et les processus en zone plus végétalisée. Donc, mes petites astuces, encore une fois, c'est totalement personnel, chacun va avoir sa façon de faire, mais en zone urbaine, quand je vais devoir classifier un nuage de points, je vais commencer avec des paramètres de base pour classifier le sol. Déjà avec des tailles de dalles, donc ça c'est un paramètre quand on fait de la classification sur Global Mapper, donc des dalles ou des bins. Je commence à l'échelle de 5-10 mètres et comme je suis en zone urbaine, je vais déjà commencer avec une analyse d'une recherche de pente nulle et des valeurs sur la taille des bâtiments par défaut. Ensuite, une fois que je vais avoir fait cette première analyse, je vais itérer. Donc la classification sur Global Mapper, je ne la fais pas en une seule fois, mais c'est vraiment un processus itératif sur lequel je vais affiner au fur et à mesure mes paramètres et donc la découverte des points au sol. Donc je vais commencer grossièrement et je vais après affiner avec des dalles de plus en plus fines et des pentes de plus en plus fortes de façon à localiser les éléments un peu distincts sur mon territoire. Donc sur la zone de carrosse, voilà, je commence par classifier les points en recherchant les points au sol. Donc comme je vous ai dit, les bines ou les dalles de base, je vais commencer avec une échelle de 10 mètres à peu près. Et je mets une pente de terrain prévue de 0 degré. Et donc ça me permet déjà de trouver, d'identifier des points au sol. Et donc vous le voyez ici, ça va être des points sur une zone très plate, mais qui n'est pas représentative de toute ma zone. Donc là, ici, avec ce premier cliché, j'ai à peu près 13% des points qui sont classés au sol. J'identifie que sur la route qui est à droite, qui est pourtant bien une route assez dégagée, elle n'est pas classée seule. Donc là, grâce aux outils de profil sur Global Mapper, je vais faire une petite coupe ici pour essayer d'identifier la forme de la pente. Donc là, je vois que ces points gris, donc non classifiés, vont avoir une pente à peu près de 2 degrés. Donc maintenant, je vais recommencer ma classification en mettant cette fois une pente de 2 degrés. Je ne change pas la taille des dalles. Alors par contre, pareil, ce qui est hyper intéressant, c'est que je conserve les points que j'ai déjà classés au sol et qu'en fait, je viens ajouter de nouveaux points au sol. Donc, je fais attention à ne pas réinitialiser les points, sinon je perds le travail que j'ai fait déjà jusque-là. En passant à 2 degrés, j'ai juste changé ce paramètre-là. Là, je commence à avoir beaucoup plus de sol, beaucoup plus de terrain. Je passe de 13% à 25% de points qui sont classifiés au sol. Donc là, j'avance. Mais je vois que j'ai encore des zones qui ne sont pas très bien classifiées. Donc là, je vais changer la taille des dalles de calcul de façon à avoir une analyse plus fine, mais je ne change pas, ou alors peu, je suis passé sur 3 degrés, je ne change pas la taille de la pente. Donc là, vous voyez qu'en passant d'une analyse à une échelle de 10 mètres à une analyse avec des dalles de 1 mètre, là, j'ai beaucoup plus de sol. Ça commence à être beaucoup plus représentatif. Par contre, je vois qu'il y a certains bâtiments ici dont le toit est classé en sol. Si je fais une petite coupe, donc là je fais une coupe transversale sur le bâtiment, je vois que j'ai des points qui sont marrons, donc qui sont bien classés sol. Par contre, le toit de mon bâtiment, il est classé sol. Donc là, ça veut dire que je me suis un peu planté dans les paramètres. Donc pareil, ce qui est intéressant dans Global Mapper, c'est que avec un CTRL Z, je peux revenir en arrière. Ça, je crois que c'est une fonctionnalité assez récente. Donc je reviens une étape en arrière dans mon travail d'analyse. Et cette fois, ce que je change, donc je reste sur du 1 mètre, je reste sur une pente de 2-3 degrés. Et là, par contre, je vais élargir les bâtiments parce qu'en fait, les bâtiments, le paramètre de taille de bâtiment ici était trop petit. Donc l'algorithme de Global Mapper pensait qu'on était sur quelque chose qui n'était pas un bâtiment, mais une sorte de terrasse. Donc là, je dis non, non, là c'est un bâtiment qui est assez grand. Je passe à 100 mètres. Et là, cette fois, en relançant une nouvelle classification, je trouve des points sols qui sont beaucoup plus représentatifs. Donc, je reconnais la forme des toits, les voitures et le reste qui a l'air d'être du sol. Donc, pour confirmer un peu que j'ai bien classifié, je fais des profils un peu partout dans tous les sens pour vérifier encore une fois à l'œil que les points classés au sol sont vraiment des points au sol. Donc là, les quelques coupes que j'ai fait, vous le voyez ici, on est bien sur les points marrons qui sont du sol et les toits des bâtiments qui ne sont pas classés. Donc là, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réaliste pour la création de mon modèle de terrain.
Donc pour information, cette fois, je suis passé à 55% des points sur mon fichier d'origine qui sont classés au sol. Donc vous voyez que ce processus itératif, il permet d'avoir plus de qualité et plus de représentativité sur ce que j'obtiens au final. Alors après, la dernière opération que j'avais fait sur ce jeu-là, c'était de classer le reste. Alors le reste, on va dire le bâtiment, c'est un même outil qui permet, une fois qu'on a classé le sol, de classer les points bâtiments et végétation. Alors, je ne me suis pas trop attardé dessus parce que ce n'était pas le but d'analyser la végétation et les bâtiments, mais là, sans avoir changé les paramètres, je suis vraiment sur des paramètres par défaut, je vois qu'il y a encore il y a des soucis. Il y a des bâtiments qui ont été classés comme arbres. Là, tous les bâtiments ressortent bien en bâtiment, il n'y a pas de souci, mais celui-là et les bâtiments au nord ressortent en tant qu'arbres. Donc là, si j'avais envie d'affiner, je devrais rechanger les paramètres. Bon, là, ça ne m'embête pas parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le sol et pas le reste. Un petit bonus, il y a un petit outil que j'aime bien, même si pour l'instant, je ne l'ai pas trop utilisé, c'est l'outil de vectorisation. Très intéressant quand on a envie d'exporter, de vectoriser les bâtiments qui sont détectés en les points bâtiments. Donc vous voyez que là, tout ce qui était classé en orange avant, donc en couche bâtiment, sont facilement vectorisés avec Global Mapper et donc je peux avoir l'emprise de mes bâtiments depuis les données LIDAR. Évidemment, les bâtiments qui ont été classés en arbre ne sont pas exportés parce que j'ai demandé de ne vectoriser que les bâtiments. Alors ça, voilà, ça me permet d'obtenir un modèle de terrain une fois que j'ai filtré les points et que je n'ai gardé que les points qui étaient au sol. Donc ici, c'est une première version du modèle de terrain avec une maille de 1 mètre où j'ai filtré, c'est-à-dire que je n'ai gardé que les points qui sont au sol de façon à avoir ce modèle de terrain. Alors, intéressant aussi, je peux toujours faire des profils et ce profil va me permettre de visualiser à la fois le nuage de points et le modèle de terrain qui est créé. Donc, vous voyez que tous les points qui sont au sol en marron sont bien au niveau du modèle de terrain qui est généré, donc le drapage. Par contre, alors là, il faudra que j'échange avec Sofiane, il y a quelque chose que je n'ai pas encore trop compris, mais ce n'est pas grave parce que ça n'a pas impacté mon travail. Les zones où je n'ai pas de point sol, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le modèle qui est drapé a des petites vaguelettes comme ça, alors que comme c'est une zone où il n'y a pas de données, bon alors là, je réfléchis encore un peu, il faudrait que je mette peut-être des masques ou des choses comme ça, ou que je nettoie a posteriori le modèle de terrain, de façon à dire quand j'ai pas de données, ben je lisse, ou voilà, je fais une interpolation entre les deux points extrêmes. Donc là, vous voyez le modèle de terrain qui est généré et les points classés terrain qui sont drapés sur ce modèle de terrain. L'étape finale que j'ai fait sur ce modèle de terrain, c'est je me suis dit, bah, en fait, il y a des endroits où il n'y avait pas beaucoup de densité de points. On l'a vu à la toute première slide. Donc là, en plus du filtre terrain, j'ai mis, bah, je ne veux garder que les points où il y a une densité assez minimale, donc au moins 20 points au mètre carré, de façon à générer ce modèle de terrain. Et là, vous voyez que on change assez radicalement le modèle de terrain, surtout sur cette zone-là. Alors, bizarrement, c'était la zone de parking où il y avait le moins de densité de points. Donc ici, j'avais un modèle assez intéressant, mais quand je mets un filtre utilise les zones où il y a au moins 20 points au mètre carré, je perds une portion. Ce qui est tout à fait normal, hein, vu que donc ici, il y avait moins de qualité. Donc ça, c'est un petit exemple, mais c'est, je trouve, une fonctionnalité qui est très très pratique pour générer des modèles de terrain assez qualitatifs en ayant des filtres de densité et de classification. Le temps passe, je vais essayer d'être rapide sur le deuxième cas. Donc là, c'était le même modèle de terrain, mais en mode triangulé, qui peut être assez intéressant à exporter pour AutoCAD. Le deuxième cas, c'est donc la zone naturelle. Donc là, on est en pleine montagne sur la commune de Tende. Et donc, c'est une route départementale qui est entre deux collines. Donc là, pareil, je peux importer le fichier LIDAR. Première visualisation en mode densité. Là, ça ne m'apporte pas grand-chose, sauf savoir un peu quelles sont les zones les plus qualitatives, ou en tout cas les plus denses en termes de points. Une vue de type altimétrique, donc là, ça me permet de mieux connaître la topographie. On voit le fond de vallée qui est là, au milieu de mon jeu de données, les deux sommets qui sont là, à droite, au nord et au sud, et le début de la ville qui est sur le côté est de ce nuage de points. Moi, une des visualisations qui m'intéresse le plus, c'est le mode intensité. L'intensité, c'est en fait la quantité de lumière qui est renvoyée par le sol et qui me permet, moi, de mieux identifier certains points.
On voit mieux d'ailleurs sur le mode intensité la route départementale qui passe là, qui fait un petit zigzag. On voit les zones avec le plus de végétation et peut-être les zones qui sont plus à nu. On le voit ici. Sur cette zone-là, en fait, l'idée, le besoin du métier, c'était de faire une étude du terrain, notamment suite à la tempête Alex, où il y avait de nombreux glissements et des brèches sur cette zone-là. Bon, là, les brèches n'apparaissent pas parce que ce nuage de points a été collecté avant la tempête Alex. Non, excusez-moi, c'était juste après. Donc, on voit une partie ici. Mais on a eu des lidars plus récents. Donc là, contrairement à la zone urbaine, on est dans une zone qui est très hétérogène en termes de topographie, en termes de type de terrain. Donc là, ma méthode de travail, elle est inversée, c'est-à-dire que je vais commencer avec des paramètres assez fins, des dalles qui sont de l'ordre de 1 à 2 mètres, en paramétrant une pente moyenne sur la zone. Et ensuite, je vais venir soit affiner les dalles, soit élargir les dalles de façon à avoir une vision plus globale du terrain. Donc déjà, je n'ai pas classifié les points, mais je vais faire une petite analyse en faisant un tracé et en regardant comme Yves le modèle altimétrique sur ce tracé, de façon à voir quelle est la pente moyenne sur le terrain. Donc on voit que le long du tracé que j'ai fait, j'ai des pentes autour de 2-3 degrés et j'ai une zone, c'est justement la zone du glissement de terrain qui est ici à 40 degrés. Donc vous voyez que les pentes sont très très variées, je ne vais pas pouvoir avoir un classement avec une seule pente de paramétrer. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le lidar HD, donc le lidar d'hygiène, a assez de points qui sont au sol. Donc je vais faire quelques coupes sur les zones d'intérêt, notamment la zone du glissement de terrain, et je vois qu'en fait, il y a des endroits où il y a beaucoup trop de végétation et je n'ai pas de captation des points au sol, le fond de vallée où je vois assez bien le sol, et après l'autre versant où ça dépend, des fois j'ai du sol, des fois je ne l'ai pas. Donc là, il va falloir que je fasse très attention à mes résultats parce que je sais que je n'ai pas toujours des points au sol. Donc ma couverture ne va pas être aussi dense qu'une zone urbaine. Donc c'est pour ça que je vais partir sur des zones, des paramètres très fins, 1 mètre de calcul. Et là, je mets déjà la pente de terrain la plus forte que je recherche. Donc ici, je mets 40 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le premier résultat, je vois assez bien la route départementale qui sort, hein, le côté filaire en marron qui est ici. Je vois la zone, certaines zones autour du glissement de terrain qui sont là, où c'est assez dégagé. Par contre, le nord et le sud de la zone, on voit que les points ne sont pas classifiés au sol. Encore une fois, je l'ai vu avant, je n'ai pas de points au sol tout simplement. C'est pour ça que j'en trouve assez peu. Je continue quand même mon étude, donc je fais quelques coupes par rapport à ces données qui sont déjà classifiées. Je vois que j'ai certains endroits où le sol est visible et bien classifié, d'autres endroits où le sol est visible, mais par contre, il n'est pas bien classifié. On le voit ici sur ces coupes-là. Donc là, la suite, c'est d'agrandir les tuiles et de faire varier un petit peu ma pente, histoire d'avoir le plus de paramètres possible dans mon analyse. Donc j'ai fait varier en fait entre 1 mètre et 10 mètres mon étude, et entre 0 et 40 degrés les paramètres de pente. Au final, il y a encore des zones où le terrain n'est pas très bien capté. Après ces différentes itérations, je suis resté sur cette version-là de la classification des points. Pourquoi je me suis arrêté là? Parce qu'en fait, la zone à enjeu, qui est la zone centrale ici, je la trouvais assez dense, selon moi. Et le reste, même si je n'ai pas beaucoup de points au sol, ils sont moins intéressants parce que ce n'est pas la zone la plus représentative. Donc, pour moi, la zone à enjeu, elle est bien couverte ici. À partir de là, je peux générer un modèle de terrain, 1 mètre. Donc là, comme on est bien sur les points qui sont au sol, c'est vraiment un modèle de terrain et non pas un modèle de surface. Et enfin, ce qui est hyper intéressant, c'est l'utilisation par les métiers, parce que moi, en tant que géomaticien, je vais plus produire de la donnée. Je fournis cette donnée-là, et là, en fait, ce sont nos services techniques au sein de la direction des routes qui vont utiliser ce modèle de terrain de façon, alors là, c'est intégré dans un logiciel de modélisation de chute de blocs. Donc là, en utilisant le modèle de terrain que je leur fournis, ils vont, sur la zone à enjeu, voir si j'ai un bloc qui chute de là, quelle va être sa trajectoire et avec quelle force il va arriver sur la route ou sur les abords de la route. Et ça va permettre de savoir comment mieux sécuriser nos routes, notamment en installant des filets de protection par bloc. C'est vraiment un cas d'usage parmi d'autres. Mais ça, c'est vraiment un cas qui est industrialisé parce qu'on en produit vraiment très régulièrement des modèles de terrain pour faire de l'analyse de risque et de la sécurisation de nos routes de cette façon. Voilà, j'arrive sur mes 2-3 derniers slides. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Global Mapper, c'est la comparaison de modèles de terrain.
Donc là, un exemple, j'ai pris le modèle numérique, le RGE-ALTI de l'IGN sur cette même zone et le modèle de terrain que j'ai sorti à partir des données LIDAR. J'ai fait une différence entre les deux à partir de Global Mapper. Ça me permet d'avoir une vision cartographique de la différence et une vision aussi sous forme d'histogramme. Donc là, sur cette zone-là, je vais avoir des zones où le modèle LIDAR il est beaucoup plus haut. C'est normal, en fait, ce sont les arbres. Et là, ça me permet d'avoir un histogramme en disant, sur ta zone, il y a surtout des différences autour de -3 et +3 mètres. Donc là, je pense que c'est surtout dû à la végétation et à la non-qualité du modèle de terrain de l'hygiène dans cette zone-là, qui est connue. Et on arrive sur deux derniers slides là, un cas d'usage beaucoup plus fin, mais qui utilise cette même fonctionnalité de différence entre des modèles de terrain LIDAR. Donc là, c'est l'auscultation d'une route départementale, encore une fois. Donc c'est une zone où il y a de fortes déformations du terrain et il y a une faille ou un trou qui se forme assez régulièrement sur la route. Donc là, il y a un an, on avait fait un nouvel enrobé sur cette route-là et on nous a demandé de suivre. Donc on a fait un passage LIDAR tous les mois sur cette route-là de façon à faire un différentiel et de voir la déformation progressive de cette route-là. Encore une fois, Global Mapper va être très très pratique pour faire ça. Donc à partir de deux nuages de points, donc nuage de points de mars et un nuage de points de décembre, visuellement, ça a l'air d'être la même chose. Mais dès qu'on produit un différentiel entre ces deux nuages de points, là, on commence à avoir des détails très intéressants et beaucoup plus fins. On voit une petite tache là, qui est au centre de cette carte-là, qui correspond à un différentiel d'à peu près 5-10 cm en altimétrie. Et donc, c'est le trou qu'on avait déjà constaté il y a quelques années qui revient. Donc là, encore une fois, c'est quelques clics sur Global Mapper qui nous permettent d'avoir des résultats comme ça. Donc voilà, je conclus mes propos. Donc je vous ai présenté 2-3 cas. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux cas, zone industrielle ou zone forestière, sont totalement différents. Et donc sur chaque cas différent, je vais avoir un processus différent pour traiter ces données-là, notamment en termes de pente, en termes de couverture, en termes de taux de pénétration sous la végétation. Donc, quand vous traitez un jeu de données LIDAR notamment, il faut déjà bien le connaître en termes de qualité, quelles sont ses caractéristiques, de façon à savoir comment est-ce que je vais adapter ma procédure d'analyse sur Global Mapper. Et donc personnellement, j'ai encore beaucoup de travaux itératifs, mais Sofiane m'avait dit il y a une astuce qui est intéressante, ça va être le traitement, je crois, par segmentation. Donc je ne suis pas encore expert là-dessus, mais c'est des choses que je vais tester. Et voilà pour la fin de mes propos. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation extrêmement pédagogique et concrète que l'on recommandera à tous nos stagiaires désormais pour des cas d'application vraiment très, très concrets. Je pense que de nombreux utilisateurs là, qui vous ont écouté et qui sont amenés à traiter du LIDAR ont beaucoup apprécié votre présentation et la description vraiment très précise de vos différentes démarches sur ces quelques cas d'études. Donc, merci beaucoup. Merci également à Yves pour sa présentation très claire de tout à l'heure qui montre très bien la complémentarité aussi des outils entre Global Mapper et MapPublisher, par exemple. À tous les deux, vous nous avez montré de nombreux cas d'application qui mettent bien à l'honneur en particulier l'outil profil de tracé qu'on peut mettre en application de différentes manières avec différents types de données. La classification, vraiment très bien présenté, Gabriel, merci encore. Et puis le travail de comparaison des modèles numériques de terrain. Merci encore. Alors je vais vous embêter encore un petit peu parce que j'ai quelques questions, pas beaucoup. J'ai une question de Yann dans le panneau de chat qui demande si le service 3D du département des Alpes-Maritimes propose les fichiers LIDAR classifiés aux autres utilisateurs. Par utilisateur, je ne sais pas ce qui est compris. Si ce sont les utilisateurs au sein de la collectivité, oui, bien sûr. En fait, nous, quand on va traiter les données, donc à partir d'un nuage brut, on va créer différents fichiers. Donc après, à l'utilisateur, et encore une fois, selon les connaissances et les capacités techniques de l'utilisateur final, soit on lui fournit le fichier final, c'est-à-dire le modèle de terrain, triangulé ou géotif,
soit on lui fournit aussi le nuage de points qui nous a permis de calculer ça. Donc, des fois, ça va être le nuage de points brut, et d'autres fois, ça va être le nuage de points classifié. Donc, connaissant nos utilisateurs en interne, on va toujours s'adapter à ces connaissances, à ces besoins. Donc, il y en a qui sont plus ou moins compétents sur l'utilisation de nuages classifiés. Donc, on s'adapte toujours. Par D'accord. contre, si la question c'était est-ce qu'on le diffuse en externe pour des usagers, Je ça, pense que non, c'était ça. pas, mais oui. D'accord. Merci. Ok. Entendu. Merci pour cette réponse très claire, Gabriel. Je crois que c'était la seule question à votre destination. N'hésitez pas encore à poser vos questions, c'est le moment. Et si jamais des questions émergent au moment de la pause de midi, par exemple, il sera toujours possible de les poser au moment de la table ronde. Et avant de terminer pour ce matin, moi j'avais juste une question peut-être davantage à destination de Yves, qui disait que les différents profils que vous étiez amenés à produire, ils étaient à destination donc des guides que vous nous avez très bien montrés, des dossards aussi, de support vidéo 3D que travaille Gabriel. Est-ce que ce sont des profils qui sont à destination aussi peut-être d'applications mobiles pour que les trailers puissent les avoir avec eux quand ils sont sur leur course ou pas? Est-ce que c'est envisagé ou pas du tout? Est-ce que c'est déjà le cas peut-être? Alors, bon, pour le moment, nous n'avons pas eu de demande en ce sens. D'accord. Mais ce serait bien sûr tout à fait possible. Oui, oui. Ok, bien. Écoutez, je vois pas d'autres questions dans le panneau de chat. Donc, il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois très chaleureusement tous les deux. Ah si, une qui vient d'arriver. Quid de Alors, je pense que c'est pour vous, Gabriel. Quid de l'exploitation des orthos en combinaison avec le LiDAR HD? Alors, je suppose que c'est pour peut-être la colorisation. Les orthophotos, le LiDAR HD de l'hygiène n'est pas une donnée colorée. Ça ne me dérange pas parce que moi je regarde plus la partie 3D. Ouais, Donc je n'ai pas encore testé l'utilisation de l'ortho en complément du LiDAR HD. Donc en effet, ça d'accord. pourrait être utilisé pour le colorer. Sachant que l'hygiène est en train de travailler sur une donnée avancée LiDAR HD en termes de colorisation, en termes de classification, je ne le fais pas. J'attends leurs données officielles. Mais D'accord, oui, c'est un cas d'usage. En tout cas, si c'est bien ce que j'ai compris, c'est un cas d'usage qui pourrait être je totalement pense. intéressant. Mais je ne travaille pas sur les données colorées. D'accord, Donc entendu. là, je peux apporter peut-être un petit témoignage, puisque Oui. la fonction de colorisation automatique du nuage par l'ortho est très performante sous Global Mapper. Et Oui. voilà, même sur plusieurs dalles, c'est aussi un des gros avantages de ce logiciel, c'est sa capacité à encaisser les gros volumes. Mhm. Parce que, voilà, j'ai fait un essai de colorisation sur quatre dalles LIDAR et ça donne un résultat tout à fait convenable assez rapidement. Tout à fait. Je pense que nos trois intervenants de cet après-midi ne vous démentiront pas. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore une fois pour vos présentations vraiment très, très claires, très riches et vraiment très intéressantes.